on m'a demandé de parler de l'évaluation des impacts de façon générale. Donc, ça reste très, très général. On ne va pas se lancer dans les détails. C'est vraiment plus dans le but d'ouvrir la discussion. Et pourquoi je n'arrive pas à... Ah. Donc, d'abord, pour situer un peu le contexte de l'étude que j'ai faite, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familier avec le domaine de l'agriculture urbaine en recherche. En fait, on constate que l'agriculture urbaine a toujours été et l'est toujours très importante dans les pays en développement et elle couvre dans certaines villes une très grande proportion de la consommation, voire 40, 50, 70% des habitants. Donc, il y a des images assez frappantes qu'on peut trouver. Ici, c'était au Ghana, là, au Vietnam, ici à Cuba, qui a énormément développé son agriculture urbaine suite à l'embargo. Par contre, dans les pays occidentaux, l'agriculture urbaine avait lieu jusqu'à l'avènement de l'industrialisation et surtout des trains. Mais suite à ça, petit à petit, on l'a délaissé et on a relégué la production de nourriture aux zones extérieures à la ville. Sauf pendant les deux guerres mondiales, où là, dans les pays anglo-saxons surtout, les gouvernements ont beaucoup encouragé la production de nourriture et les gens ont atteint des très forts taux de production dans les villes à ce moment-là. Et cette forme de production est restée un peu dans certains endroits, comme à Berlin, par exemple. Il y a énormément de jardins juste tout autour de la ville où les gens produisent une bonne part de leurs légumes, etc. Par contre, ce qui commence à arriver depuis une dizaine, peut-être même plus d'années, c'est que l'agriculture urbaine revient dans la ville sous forme commerciale, beaucoup sur les toits. Ici, on a un exemple de Portland, en Oregon. Ici, les fermes Loufa à Montréal, qui ont installé des énormes serres qui fonctionnent toute l'année, qui récupèrent la chaleur du bâtiment en dessous, etc., et qui sont très, très productives. Donc, ce sont des formes commerciales, mais il y a aussi le développement de formes publiques, de formes au niveau des citoyens qui eux-mêmes produisent de la nourriture. Et surtout des jardins partagés, des jardins collectifs, où les gens s'assemblent pour partager leurs connaissances et leurs efforts, etc., pour produire leur propre nourriture. Donc ça, c'est un exemple aux États-Unis et il y en a aussi beaucoup à Montréal. Et donc, les chercheurs se sont intéressés de plus en plus à ça parce que l'agriculture urbaine, au-delà, je veux dire, déjà à la base, elle peut être très intéressante au niveau environnemental, comme vous le savez, j'imagine, pour limiter toutes sortes d'effets négatifs de l'agriculture industrielle en dehors des villes, le transport, la mécanisation, etc. Mais peut aussi, si elle est pratiquée de façon collective, être très intéressante au niveau social. Donc, les chercheurs se sont beaucoup intéressés à ça et ils ont fait beaucoup d'études sur les jardins potagers publics pour voir quels étaient les impacts sociaux. Et ils ont trouvé que, dans beaucoup de cas, ils trouvaient que ça favorisait le capital social. Et donc, moi, je me suis intéressée à ce thème et surtout, ensuite, j'ai découvert la question de l'agriculture qu'on appelle en anglais public produce, la nourriture publique. Donc là, c'est un peu différent d'un jardin partagé. C'est de la nourriture qui est produite sur des terrains publics qui sont ouverts à tous. Parce que typiquement, un jardin communautaire partagé, l'accès est assez restreint. Comme moi, à Montréal, j'avais essayé de m'inscrire à un jardin comme ça et il y avait des listes d'attente. Souvent, il fallait attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir une place. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Donc, je trouvais que la nourriture publique avait un énorme potentiel social de ce point de vue-là, d'être librement accessible à tous. Et les arbres fruitiers sont évidemment un aspect
particulièrement intéressante de la nourriture publique parce qu'ils peuvent être plantés là de façon permanente et ils nécessitent moins de soins que de planter des légumes chaque année. Donc, d'où l'idée de la question que j'ai voulu poser. Si les jardins communautaires, on sait qu'ils ont tous ces effets positifs sociaux, en particulier sur le capital social, est-ce qu'on peut retrouver la même chose avec des arbres fruitiers qui sont plantés sur les espaces publics, simplement comme ça, sans que les gens soient particulièrement incités à les utiliser ou à s'en occuper, etc. Donc voilà, les paysages comestibles fruitiers publics peuvent-ils, sans apport d'information et sans participation citoyenne, générer des impacts sociaux liés à la durabilité environnementale? Donc c'était la question que j'ai voulu poser. Et pour ça, je me suis concentrée sur 4 impacts sociaux, donc le capital social dont j'ai parlé, mais aussi l'attachement au lieu, la connaissance de l'alimentation, des végétaux, etc., et la connaissance des enjeux environnementaux. Mais bon, ici, je vais seulement continuer à vous parler du capital social. Je ne vais pas trop vous parler des résultats par rapport aux 3 autres facteurs. Donc, les résultats de l'étude que j'ai faite, qui ont été publiés dans cet article que vous avez peut-être eu le temps de regarder, c'était donc un site, c'était une piste cyclable à la base, qui existe depuis quelques années à l'extrémité de l'île de Montréal. Dans cette ville, qui est une banlieue, en fait une ville banlieue, qui s'appelle Sainte-Anne-de-Bellevue. Et donc, cette piste cyclable était assez longue et elle coupait la ville en deux et elle était utilisée déjà par beaucoup de résidents et très appréciée par beaucoup de résidents. Et donc, la ville a décidé, sous les efforts d'un des adjoints à la mairie, de planter des arbres fruitiers sur cette piste cyclable. Et donc, la plantation s'est faite avec la participation de quelques citoyens, mais ce n'était pas du tout un effort pour lesquels les citoyens ont participé à la conception ou à l'entretien. C'était seulement la ville qui a planté des arbres et qui a dit, bon, est-ce que vous voulez venir nous aider? Et les gens sont venus aider, mais aussi la ville a fait très, très peu de communication du projet. Donc, les gens n'étaient même pas au courant, en fait, que les arbres fruitiers avaient été plantés. Et donc, quand on voit un peu de quoi ressemblait le site, c'était, je crois, 2 ans après les plantations, 1 an ou 2, peut-être 2 ans après les plantations. Les arbres étaient encore assez petits, donc pas forcément reconnaissables pour les néophytes. Donc, ils étaient mêlés au reste du paysage et pas très grands et pas très, très productifs. Donc, quand je suis passée, j'ai pu voir quelques fruits, quelques pommes, mais il y avait pas, c'était pas très, très saillant. Donc, il fallait vraiment avoir un peu l'œil ou chercher les fruits pour les trouver. Donc, j'étais un petit peu dubitative quand j'ai vu ça. Est-ce que je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment trouver des impacts? Alors, pour le capital social, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, d'abord, un petit résumé de ce qu'est le capital social. Il s'agit des liens entre les individus d'un groupe et le fonctionnement social de ce groupe, de façon très, très globale. C'est un concept qui est très utilisé en sciences sociales et aussi par beaucoup d'organismes tels que le FMI, etc. Donc, pourquoi on appelle ça capital? Parce qu'on dit que c'est un capital parce que ça facilite l'action collective. Ces liens, le fait que les gens sont capables d'interagir ensemble, favorise leur capacité à agir, à développer des actions concertées, etc. On dit qu'il y a plusieurs sous-types de capital social. Et donc, c'est un petit peu chaotique parce que différents auteurs ont différentes typologies, mais globalement, on reconnaît plus ou moins ces différents types. Donc, il y a les liens d'amitié ou familiaux, les liens utilitaires entre différents groupes sociaux, les liens utilitaires entre des groupes sociaux qui ont des niveaux de pouvoir différents, le sens d'efficacité collective, le sens de communauté,
le voisinage, donc jusqu'à quel point les voisins s'entraident, se parlent, la participation citoyenne et la confiance en l'administration, typiquement de la ville. Donc, le capital social, pour moi, en tant que sociologue environnemental, était intéressant aussi parce que il y a énormément d'études qui suggèrent ou qui proposent ou qui trouvent que la capital social est liée à la durabilité environnementale. Donc, en fait, par toutes sortes de différents mécanismes, déjà, le fait que les gens aient une attitude plus versée en faveur de l'environnement, s'ils ont un plus grand capital social, le fait qu'ils soient plus incités à participer dans la gouvernance, le fait qu'ils soient plus capables de développer des initiatives locales, le fait qu'ils aient la capacité de répondre donc à des événements et le fait que ce soit plus facile de mettre en place des politiques publiques. Donc, ce que j'ai fait, c'était tout simplement d'interviewer des usagers du site. J'en ai interviewé 11 et d'analyser qualitativement les résultats des entrevues. Et qu'est-ce que j'ai demandé par rapport au capital social à ces usagers? Donc, des questions qui essaient d'évaluer le plus indirectement possible sans leur demander, bon, est-ce que vous trouvez que vous avez plus d'amis maintenant? Mais essayer de leur demander des choses indirectes pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour eux au niveau de leur relation suite à l'installation des arbres fruitiers. Donc, par exemple, avez-vous déjà cueilli et mangé des fruits? Et si oui, dans quelles circonstances et à quelle fréquence? Donc, en quelles circonstances, quand je les interviewais, j'essayais de leur demander, et donc, avec qui vous étiez, et qu'est-ce qui s'est passé, et est-ce que vous vous êtes revus ensuite, etc. Êtes-vous déjà allé sur la piste cyclable spécifiquement pour cueillir des fruits, ou bien avez-vous l'intention de le faire? Avez-vous déjà parlé à d'autres gens des arbres fruitiers? À votre avis, quelle est la raison pour laquelle la ville a voulu planter des arbres fruitiers? Pensez-vous que c'était une bonne idée? Pourquoi ou pourquoi pas? Donc ça, c'était dans l'optique d'évaluer l'impact sur la confiance dans la ville, la confiance dans l'administration. Donc, j'ai étudié seulement j'avais des données seulement pour étudier certaines des composantes du capital social, mais quand même la plupart d'entre elles. Et qu'est-ce que j'ai trouvé à ma grande surprise, parce que beaucoup des gens n'étaient même pas au courant, que j'interviewais n'étaient même pas au courant que les arbres avaient été plantés. Mais même quand ils n'étaient pas au courant, j'avais trouvé des événements qui m'avaient relaté où les arbres avaient contribué de façon positive à soit leurs liens d'amitié, leurs liens familiaux, soit la participation citoyenne, soit la confiance à l'administration. Par exemple, je vous donne deux exemples de citations que j'ai recueillies. Il y avait un jeune homme qui racontait qu'il se promenait un jour sur la piste cyclable avec sa mère et il avait l'habitude d'y aller souvent. Mais ce jour-là, il était avec sa mère et alors qu'il parlait, sa mère a remarqué qu'il y avait des framboises et elle s'est mise à cueillir les framboises et donc ils se sont mis à manger ensemble les framboises. Et pour lui, ça a été un événement vraiment significatif dans sa relation avec sa mère. Il a dit, je pense que ça a en quelque sorte renforcé notre relation. Je pense qu'elle était plus curieuse de ce qui se passait dans les environs, comme c'est elle qui a remarqué les framboises. Moi, je pensais juste à autre chose. Et j'ai gagné, je suppose, une sorte de respect envers elle. C'était un moment heureux et à la fin, je me suis dit, waouh, on devrait faire ça plus souvent. Un autre exemple que je vous donne en ce qui concerne la confiance en l'administration, c'était une dame qui avait l'habitude d'utiliser aussi beaucoup la piste cyclable pour marcher, faire de l'exercice, et qui avait trouvé que les arbres ajoutaient énormément à la qualité, la beauté de l'endroit. Et elle était très touchée de ce que la ville ait décidé de faire ça pour les citoyens, de leur donner un lieu beaucoup plus agréable. Et donc, elle a dit, j'ai l'impression qu'ils essaient de faire de leur mieux. Oui, c'est ça en gros, parce que je trouve qu'ils essaient d'embellir l'endroit
de le rendre aussi beau que possible avec ce qu'ils ont. Donc, il y a l'idée aussi que ce sont des moyens quand même pas très coûteux. Pour moi, c'est juste plus agréable de marcher et de voir toutes ces choses. Donc, je vous donne seulement ces deux citations, mais plus globalement, pour résumer, donc pour tous les composantes que j'ai étudiées, le capital social, l'attachement au lieu, la connaissance de la nourriture et la connaissance environnementale, j'ai trouvé, bien que le verger soit très jeune et très peu développé et que les gens avaient très peu de connaissances, qu'il y avait déjà la possibilité de donner des effets positifs sur le capital social et sur l'attachement au lieu, et un peu sur la connaissance de la nourriture. Par contre, je n'ai pas trouvé d'impact sur la connaissance environnementale. Et en posant d'autres questions dont je ne vous fais pas part ici, mais je les ai aussi interrogées sur leur intérêt dans la participation et dans des panneaux d'information. Et j'en ai conclu que si ce projet avait été fait complètement avec de la participation et avec plus d'informations, il y aurait un fort potentiel pour avoir des impacts plus larges sur le capital social et sur l'attachement au lieu et la connaissance de la nourriture et d'avoir effectivement des impacts sur la connaissance environnementale. Parce que les gens avaient un intérêt envers d'avoir plus d'informations, de lire des panneaux et de participer à des activités. Donc, un peu plus généralement, maintenant, évaluer les impacts en dehors de cette étude que j'ai faite, qu'est-ce que c'est, en quoi ça peut consister? Ben, tout simplement, on peut séparer les impacts en les 3 catégories dont on parle toujours en développement durable. Donc, les impacts sociaux, les impacts environnementaux et les impacts économiques. Et c'est important de penser au court, moyen et long terme parce que les impacts à court terme ne sont pas forcément les mêmes que les impacts à long terme. Et certains projets peuvent paraître mieux à court terme, mais pas forcément être mieux à long terme, inversement. Il y a aussi les impacts indirects qu'il faut considérer, les impacts indirects. Il y a des gens qui parlent aussi de la typologie au niveau de la production. Bon, voilà, combien d'arbres j'ai plantés, combien ils produisent. Et ensuite, quels sont les résultats sur les gens? Est-ce qu'ils ont plus de liens entre eux? Est-ce qu'ils mangent mieux? Et ensuite, l'impact, il parle de changement dans la société. Je trouve que c'est peut-être un peu vague, mais c'est une typologie qui est aussi proposée. Donc, comment on évalue? Bien, on définit des indicateurs qu'on définit en fonction des objectifs qu'on s'est fixés si on en a. Donc, l'indicateur définit de quelle façon exactement on va évaluer l'élément qu'on s'est fixé. Et on définit cet indicateur en réponse à un objectif. Donc, c'est donc très important que l'indicateur soit très spécifique, soit mesurable, soit accepté, réaliste et limité dans le temps pour qu'il puisse bien mesurer. Et il peut être quantitatif ou qualitatif. On peut obtenir un nombre ou on peut obtenir une évaluation avec une échelle d'évaluation qualitative. Et vous avez peut-être entendu parler des indicateurs agrégés, qui sont des indices composés. Donc, il y en a énormément qui sont très populaires, qui sont très, très utilisés, comme l'index de durabilité environnementale, l'index de développement humain, etc. Personnellement, je ne suis pas en faveur de ces index. Ils ont énormément de problèmes parce qu'ils agrègent et ils perdent énormément de résolution entre les composantes qui est très importante. Et le résultat final n'est pas forcément un sens. Mais donc, je suis plus en faveur de garder les indicateurs séparés. Ensuite, les résultats peuvent être obtenus de multiples façons différentes. Donc, par exemple, on peut observer ce qui se passe sur le terrain. On peut interviewer les gens avec des questions courtes, des questions longues. On peut aussi faire des sondages, tout simplement, avec des questions multiples. Donc, pour qui évaluer? Ben, ça a énormément de potentiel pour beaucoup de gens.
Pour les acteurs du projet eux-mêmes, ben, ça peut déjà d'avoir un guide avec une grille d'évaluation avec tous les indicateurs, ça peut les guider dans l'élaboration de leur projet en leur montrant toutes les composantes auxquelles auxquelles ils pourraient penser et auxquelles ils pourraient tenter d'optimiser dans le design de leur projet. Ensuite, une fois que le projet est effectué, ils peuvent utiliser l'évaluation pour voir si les impacts qu'ils s'étaient fixés, les objectifs qui s'étaient fixés sont effectivement atteints et rectifier le tir le cas échéant. Et même si les objectifs sont atteints, l'évaluation peut aussi permettre de faire découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas et de donner de nouvelles idées et de faire progresser aussi dans des directions qu'on n'avait pas forcément imaginées au départ. Et puis aussi, enfin, une fois qu'on a des résultats positifs, ça peut nous aider à trouver des subventions pour poursuivre davantage le projet ou en faire de nouveau. Pour les décideurs, ça a aussi beaucoup d'utilité. Ça leur permet, quand ils développent des politiques publiques, tout comme les acteurs de projet, de savoir sur quels éléments ils doivent se concentrer, quelles sont les choses qui peuvent être apportées par de tels projets et donc sur quoi se fixer son attention. Et aussi, ça peut leur permettre de faire des choix entre différentes approches, eux-mêmes, de comparer différentes approches et de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je vais favoriser? Est-ce que je préfère mettre ici sur ce site une activité commerciale qui va apporter un bénéfice économique, mais en contrepartie va apporter moins de bénéfices sociaux? Ça peut être une des questions à se poser. Et pour la communauté scientifique, ça peut avoir énormément de bénéfices aussi, mais déjà, elle est très intéressée à comprendre les paysages que nécessite le public parce que c'est une chose assez nouvelle et potentiellement très fructueuse. Et j'avais oublié, je touche un truc que je ne vois pas. Et promouvoir la nourriture publique pour ceux qui sont comme moi, qui croient que c'est quelque chose vers lequel on devrait se porter davantage dans le futur. Pour la résilience environnementale et aussi pour tous ces bienfaits sociaux. Donc, quand on fait cette évaluation, on doit savoir que ça comprend un certain nombre d'étapes. Ici, un site qui aide les gens à faire des études d'impact et donc il propose de guider les gens à travers toutes ces différentes étapes. Donc ils disent que d'abord il faut comprendre mais ça on parle des impacts sociaux en particulier. D'abord les besoins sociaux, ensuite développer les objectifs, ensuite définir un modèle et ensuite on peut commencer à se porter sur l'analyse d'impact. Donc, préparer l'analyse, développer les indicateurs, collecter les données, les analyser et enfin, à partir de tout ça, apprendre et divulguer les résultats de notre étude. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut respecter un certain nombre d'étapes, mais comme on l'a vu, ça peut quand même, malgré tous ces efforts, être très bénéfique. Donc, pour les impacts sociaux, je vais juste me concentrer là-dessus. Il y a aussi beaucoup d'impacts environnementaux et d'impacts économiques dont on peut parler pour les arbres fruitiers publics. Mais pour les impacts sociaux, il y a ceux-ci déjà au moins qui ne sont pas négligeables. Il y a le bien-être, le désir de participer dans la ville davantage, le capital social, l'attachement au lieu, la connaissance de la nourriture, la connaissance des enjeux environnementaux liés à l'agriculture, la connaissance des enjeux environnementaux de façon générale, le désir de s'impliquer plus au niveau de l'environnement. Donc, ça, c'est des suggestions que j'ai pu penser, en dehors de ceux que j'avais déjà mentionnés, mais il peut évidemment y en avoir beaucoup d'autres. Donc, pour
ceux qui seraient intéressés à développer ça davantage, ce serait à élaborer davantage. Donc, je voudrais rappeler que la plupart de ces impacts sociaux sont aussi reliés à la durabilité environnementale. Donc, ce n'est pas seulement une question d'impact social. Et j'avais vu un petit peu l'évaluation qu'avait développée Verger Urbain à Paris, que j'ai trouvé très intéressante. Je n'ai pas encore regardé en détail, mais j'ai vu qu'effectivement, ils avaient développé des indicateurs qui correspondent à leurs objectifs et je trouvais que ça avait l'air très intéressant. Donc, je crois qu'ils ont déjà une base sur laquelle on pourrait peut-être déjà suffisante, je ne sais pas, mais peut-être qui bénéficierait d'être développé davantage avec les intérêts, les objectifs des autres projets. Donc ici, on avait l'objectif réduire au maximum notre empreinte écologique. Et donc à droite, on voit les différents indicateurs qui correspondent à ça. Donc, par exemple, gestion de l'eau, l'électricité, gestion des déchets ou des entrants, extrants des projets, etc. Et chaque indicateur est décrit pour qu'on comprenne dans le détail de quoi il s'agit. Ici, on voit aussi un autre exemple de notre objectif, l'insertion professionnelle avec les indicateurs, nombre et type de postes créés, nombre et type de personnes suivies, etc. Et encore un dernier exemple, faire de la médiation sociale, donc indicateur, disposition de prise pour toucher des publics vulnérables. Ben voilà, c'est tout.